Bonjour mes amis, je vous fais une capsule consacrée au référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Je vais en même temps vous parler de démocratie, d'identité gréco-latine de la France, puisque je sais que beaucoup de gens parlent de l'identité gréco-latine de la France. Et j'en profite pour vous montrer derrière moi l'ancienne Agora, qui est le site même de la démocratie athénienne, celle dont nous réclamons très souvent, et celle qui est supposée l'héritage en partie de gréco-latin de la France. Je vais vous en dire quelques mots. Alors déjà, derrière moi, vous voyez ce qu'on appelle l'ancienne Agora. En réalité, à Athènes, dans ce qui est cité comme le modèle de la démocratie, à Athènes, c'était la fameuse Ecclésia, l'Assemblée du peuple, qui comportait 40 000 citoyens en démocratie directe. C'était l'Assemblée du peuple qui dirigeait. Alors l'Assemblée se réunissait sur la Pnyx, qui est la colline en face de celle-ci, qui comportait aussi le tribunal de Lié, qui était le tribunal populaire. L'Assemblée donc de 40 000 citoyens, c'était tous les citoyens reconnus à Athènes, 40 000 membres répartis en 10 tribus de 4 000 habitants chacun à peu près, qui envoyaient chacune 500 bouleutes, siégées avec 50 bouleutes qui étaient des pritanes à un certain moment de l'année. Donc chaque tribu, chaque démos, comme on disait, chaque peuple envoyait 50 représentants. Il y avait 10 tribus et donc ça faisait 500 représentants qui siégeaient près d'ici, là, un tout petit peu à côté, là, dans ce qu'on appelait la boulée. Donc il faut retenir ces points essentiels, c'est que l'Assemblée populaire directe à Athènes, c'était l'Ecclésia, c'était le Parlement direct, les 40 000 membres qui envoyaient chacun qui envoyaient 500 délégués siégés à l'année. Alors pourquoi j'insiste sur ce point? D'abord pour dire que la question de la démocratie représentative n'est pas nouvelle, et je vais essayer aujourd'hui de vous parler de l'Ecclésia et des limites que les Grecs ont connues en matière de démocratie, qui sont exactement les mêmes limites que les nôtres, et à l'époque déjà, c'est-à-dire au 5e siècle, au 4e siècle avant Jésus-Christ, sévissaient les débats que nous connaissons sur l'impuissance démocratique, sur la dénonciation des élites, la dénonciation de l'oligarchie. En réalité, ces débats ont traversé les siècles et nous les retrouvons, non pas parce que, au fond, l'histoire n'avance pas, c'est que tout système est confronté à des difficultés. C'est ce que je voudrais dire, c'est que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent « il y a eu une époque idéale où il n'y avait pas de problème, c'était la France d'avant 1960, on peut inventer un système parfait qui n'évoluera plus tellement il sera parfait ». En réalité, ça n'est pas possible. Tout système politique a des inconvénients. Ceux qui ont lu mon livre Traité du monde d'après le savent, je consacre un chapitre à l'impossibilité de trouver des solutions permanentes. Il y a toujours des problèmes structurels dans tout système, et l'histoire est au fond en permanence le récit d'une confrontation entre les différentes forces qui s'exercent dans tout système. Il n'y a pas de système unifié. Le grand mythe chrétien, catholique, nous sommes dans les fêtes de Pâques, donc je sais qu'il y a ce grand mythe catholique de on va tous se réunir dans une société qui sera en paix pour le reste des temps et qui ne sera pas divisée par les égos, par les égoïsmes, par les intérêts. Ça n'a jamais existé. Toute société humaine en réalité est confrontée à la même difficulté, c'est que les humains ne sont que ce qu'ils sont, personne ne les changera, ni Jésus, ni Pol Pot, ni Marx, ni qui vous voulez. Les humains sont ce qu'ils sont faits de qualité et de défauts, ils sont faits d'égoïsme et d'altruisme, ils sont faits de choses très contradictoires, ils sont faits de blanc et de noir d'une certaine façon, de bien et de mal, et croire qu'on peut extirper le mal en nous, beaucoup ont essayé, et ça a généralement débouché sur des tueries sans fin, et toujours sur des échecs. Donc les Athéniens ont fait avant nous l'expérience des difficultés de la démocratie représentative. Je vais vous expliquer à l'époque pourquoi ils ont décidé de faire une démocratie représentative. Et les Athéniens ont avant nous connu de toute façon l'impossibilité structurelle d'arriver à un système qui soit permanent, parfaitement juste et qui dépasse les défauts des individus. La collectivité humaine, toute collectivité humaine, elle est faite de bien et de mal. Toute collectivité humaine est fondée sur des
confrontations d'intérêts, des divergences d'intérêts sur des imperfections et in fine sur le conflit. Et ce qui fait l'histoire, c'est le conflit. Ça, c'est l'introduction générale. Je vous explique maintenant pourquoi les Athéniens ont connu des difficultés avec leur ecclésia. Donc on le redit, Athènes c'était environ 40 000 citoyens grecs et puis à peu près le double de métèques, comme on dit, c'est-à-dire qu'on dirait aujourd'hui d'étrangers. Les étrangers à l'époque n'avaient pas le droit de vote et n'avaient pas la citoyenneté athénienne, même s'ils vivaient à Athènes pendant de nombreuses années. Donc Athènes connaissait les mêmes problèmes que nous, les mêmes difficultés face à l'immigration que nous. Voilà, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et les 40 000 citoyens, en revanche, participaient à l'ecclésia qui a donné le mot église. Redisons-le, le temple en grec, ça se dit le naos, souvent le hieronaos, le temple, le hierosnaos, le temple sacré, et l'ecclésia, c'était l'église. Voilà, ça a donné la naissance au mot église. Vous noterez que l'église catholique, autant les orthodoxes aujourd'hui utilisent le mot naos pour désigner leurs églises, autant nous avons pris le mot en quelque sorte laïque, civil, politique pour désigner l'église. Initialement, historiquement, l'église, ce n'est pas un lieu sacré pour Dieu. L'église, c'est le lieu où le peuple se rassemble et est ensemble dans la religion qui, en latin, veut dire le lien. Voilà. Je le redis parce que beaucoup de gens ont, à mon avis, mal compris ce qu'était le christianisme. Le christianisme catholique, romain, c'est l'église. On remarquera d'ailleurs que les églises en Grèce sont construites sur la base d'une croix grecque, alors que nos églises à nous sont sur le plan dit basilical, inventé à l'époque par l'empereur Constantin. Mais la basilique, c'était un endroit pas du tout religieux. La basilique, c'était là où, au fond, la cité se réunissait, sous le roi, le basileus. Et la basilique, dite constantinienne, sert de plan à nos églises, qui montre bien que l'église catholique ne s'est certainement pas fondée sur une vision sacrée, mais sur une inspiration extrêmement laïque, j'allais dire, extrêmement populaire, à rassembler les gens. Voilà, c'était ma petite parenthèse pour redire que l'église catholique, elle a des racines différentes des autres églises chrétiennes, elle a une racine très laïque, et que l'évolution laïque de l'église n'est pas très surprenante. C'est un autre sujet et on y reviendra. L'ecclésia, donc c'était les 40 000 citoyens qui se rassemblaient sur la Pnyx, derrière l'appareil photo, donc devant moi. J'essaierai de vous la montrer si j'ai l'occasion. Donc ils se rassemblaient sur la Pnyx dans un grand lieu qui pouvait contenir 40 000 citoyens. Il y avait 40 séances par an, c'est-à-dire en gros un peu moins d'une par semaine. Il y avait les vacances, à l'époque il n'y avait pas encore les congés payés, mais certaines semaines on ne faisait pas, on ne réunissait pas à l'ecclésia. Il y avait 40 réunions des 40 000 citoyens par an qui décidaient par un vote à main levée des mesures qui leur étaient proposées par une espèce de commission européenne de l'époque, de secrétariat général du gouvernement, qui s'appelait la Boulée, qui est tout à côté d'ici. Et la Boulée était composée de députés en quelque sorte, qui siégeaient en permanence, mais là aussi on va y revenir. Donc l'ecclésia, c'était 40 000 citoyens qui étaient supposés se voir 40 fois par an et décider de tout. C'est un régime, je sais que auquel beaucoup aspirent, je pense aux amis d'Étienne Chouard, qui sont très tournés autour du RIC, du régime d'assemblée, et de cette idée qu'au fond, le peuple peut se réunir en permanence. Ça n'a pas marché, et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que il y a eu très vite un très fort taux d'absentéisme, et c'est moi ce qui me gêne dans le régime d'assemblée. Et après, je vous dirai ce qui me gêne dans le référendum. Ce qui me gêne dans le régime d'assemblée, c'est que ne participent aux réunions que ceux qui ont le temps d'y aller. Et c'est un sujet de fond, c'est-à-dire que on connaît les professionnels, les trotskistes sont très forts pour faire ça, les professionnels de la politique qui viennent plomber une réunion et qui viennent manipuler une foule avec un certain nombre de techniques, par exemple pour faire durer la réunion durant un temps absolument impossible. Alors c'est très simple, on met 5 ou 6 provocateurs répartis dans la salle qui font monter la pression, qui créent des polémiques, tout le monde s'enflamme et puis la réunion n'en sort plus. C'est comme ça qu'on dégoûte les gens, les petits artisans, ceux qui ont comme moi besoin de faire du chiffre d'affaires pour vivre.
c'est comme ça qu'on dégoûte les gens qui ont envie d'aller au cinéma. Et petit à petit, dans le régime d'assemblée, comme ce régime est livré aux professionnels de la propagande et du noyautage, eh bien les vrais actifs, ceux qui font vivre la cité, s'en vont et ne restent que les baratineurs, qu'on appelait les sophistes à l'époque grecque. Il ne reste que ceux qui sont des professionnels de la manipulation politique, avec, en France on sait ce que ce sera, quelques retraités qui vont venir parler de leurs problèmes de retraités et qui orienteront toutes les décisions autour des intérêts des retraités. Et ça, c'est notre problème dans le régime d'assemblée, c'est le problème que les Grecs ont connu, c'est que de moins en moins de citoyens venaient et donc les décisions étaient prises en réalité par une oligarchie. On avait l'impression que c'était démocratique, la réalité des réunions faisait que seule une petite partie de la cité participait aux décisions et les décisions qui étaient prises étaient de moins en moins légitimes. Pour répondre à ce problème, Périclès, le grand Périclès, avait créé le mistos, c'est-à-dire l'indemnité parlementaire. Là aussi, il faut que l'indemnité, elle soit satisfaisante si on veut que les gens viennent. Mais quand vous êtes artisan, que vous devez assurer un processus de production, que vous devez faire votre chiffre d'affaires, il faut que l'indemnité soit supérieure à la perte que vous subissez le jour où vous allez en réunion. Et donc cette indemnité, il faut qu'elle soit conséquente. Et on voit bien comment aujourd'hui les gens qui dénoncent l'imposture démocratique ou l'impuissance démocratique en France sont les premiers à hurler contre le montant des indemnités touchées par le parlementaire. Et on ne peut que redire là encore que cette dénonciation de « ils touchent trop d'argent, ils nous volent, il faut diminuer les indemnités des élus », c'est une revendication antidémocratique, parce que si on ne paye plus les gens qui viennent en assemblée, eh bien on donne le pouvoir à la dictature. Et vous savez, à titre personnel, que je suis convaincu que dans cette dénonciation des élites se mêlent beaucoup d'infiltrés qui sont là en réalité pour orienter la population vers une dénonciation de la démocratie elle-même et un appel à la dictature, voire au totalitarisme. Je suis convaincu que beaucoup parmi ceux qui dénoncent l'autoritarisme de la caste, qui existe, que je suis le premier à dénoncer, mais parmi ceux qui dénoncent l'autoritarisme de la caste, la dictature, l'oligarchie, beaucoup sont des adeptes du totalitarisme et se servent du mécontentement populaire contre les élites françaises, contre la caste, pour pousser à un régime totalitaire et pour pousser à la fin des droits du peuple lui-même. Ça, je suis absolument convaincu qu'il y a des infiltrés qui sont nombreux, qui sont très structurés et qui le font de façon totalement consciente et qui appellent en réalité de leur vœu à un système dictatorial. Donc je vous dis, méfiez-vous de tous ceux qui disent « Ah, le référendum c'est bien, on va y venir. Ah, le régime d'assemblée ». Je pense qu'il y a chez eux un certain nombre d'adeptes du totalitarisme pur et dur. Et donc, évitez de laisser la colère parler, je vais y venir. Parce que ce fut le problème de l'Ecclésia, le problème de la démocratie directe à Athènes. Je vous en donne quelques exemples. Donc, il y avait une démocratie directe, il y avait un tribunal populaire qui s'appelait l'Élié, qui était lui-même composé de 500 membres, 500 juges qui pouvaient voter la mort des condamnés. Et ces 500 juges étaient souvent aussi des membres de l'Ecclésia et parfois membres de la Boulée. Il n'y avait pas de séparation des pouvoirs comme aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que c'est un tribunal populaire, l'Élié, qui a voté la mise à mort de Socrate. Et que, à l'époque, l'Élié était en parfait accord avec l'Ecclésia, l'Assemblée populaire, qui considérait que Socrate s'était trop mélangé à des amis de la dictature ou à des ennemis de la démocratie comme Alcibiade. Et donc Socrate a été mis à mort parce qu'il était homosexuel et parce qu'il était accusé d'impiété, parce qu'il considérait que la vérité ne venait pas des dieux mais de la pensée humaine. La démocratie directe, ça peut être ça aussi. Le tribunal populaire, ça peut être ça aussi. Mais il y a d'autres exemples de dérives démagogiques. Aujourd'hui, nous sommes dans les fêtes de Pâques. L'un des fondateurs de la pensée chrétienne, catholique d'ailleurs, c'est saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin a beaucoup parlé des dérives des systèmes politiques. Vous vous souvenez que saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, distingue la monarchie qui peut se transformer en dictature, l'aristocratie qui peut se transformer en oligarchie et la démocratie qui peut se transformer en démagogie. Saint Thomas d'Aquin nous a montré la voie. Tout système politique comporte des risques de dérive et comporte des inconvénients qui peuvent se révéler absolument terribles. Il n'y a pas de système idéal et sans fin ni sans limite. Et donc,
évidemment que la démocratie grecque s'est transformée à un moment donné en démagogie. J'ai pris l'exemple de la mort de Socrate, mais on peut penser à la mise à mort des archontes, de ceux qui dirigeaient l'armée grecque, qui, lors de la bataille des Arginus sur la mer, avaient remporté la bataille, et l'Ecclésia à l'époque avait demandé et obtenu la mise à mort des généraux qui avaient remporté la bataille des Arginus, parce que l'Ecclésia avait considéré que ces généraux ne s'étaient pas assez préoccupés des marins qui étaient tombés à l'eau et qui sont morts pendant la bataille. Et donc on a dit: vous avez gagné la guerre, mais vous n'avez pas assez protégé le peuple. Protéger le peuple, ça fait partie des discours démagogiques qu'on connaît depuis des milliers d'années. Au nom de la protection du peuple, on fait avaler tout et n'importe quoi à des esprits fragiles et manipulables. Il ne faut jamais l'oublier. Et exactement comme aujourd'hui, au nom de la protection du peuple, on est capable de faire croire aux gens tout et son contraire. De même, à l'époque, la démocratie athénienne a connu cela. Et à un moment donné, à Athènes, on a décidé de mettre entre parenthèses notamment le pouvoir de la boulée pour le donner à l'Ecclésia. Pourquoi? Parce que la boulée, elle était faite de gens qui étaient rodés aux affaires, ou en tout cas mieux préparés aux affaires que les gens de l'Ecclésia. Elle déléguait des pritanes qui, une fois par mois, les pritanes devenaient, enfin chaque peuple, chaque démos athénien exerçait les vraies fonctions gouvernementales aux Pritanés pendant un mois, et il y avait un relais, chaque mois ça changeait, et chaque jour il y avait un président différent choisi tiré au sort parmi les Pritanes. C'était un système relativement complexe, mais qui faisait la part belle au tirage au sort, qui est une idée à creuser, et à une efficacité gouvernementale certaine. Mais petit à petit, il y a eu un consensus pour donner de plus en plus de pouvoir au régime d'assemblée, à l'Ecclésia. Et cette Ecclésia, elle a condamné Athènes à la faillite d'une certaine façon, notamment parce que l'Ecclésia a voté à l'époque la terrible expédition de Sicile. Pendant que Athènes combattait Sparte, eh bien l'Ecclésia, l'assemblée athénienne, a décidé d'envoyer une expédition en Sicile pour combattre le dictateur de l'époque en Sicile, et ça s'est terminé en une catastrophe politique et un désastre militaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'idée que les élites sont incompétentes et qu'au fond, une assemblée populaire ne prend que de bonnes décisions. Je le lis souvent dans les commentaires. Oui, mais les gens, le peuple est sage, le peuple sait ce qu'il faut faire, le peuple naturellement a du bon sens. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Le peuple peut aussi se tromper. Personne n'est saint, personne n'est au-dessus du lot, et personne n'est plus malin que les autres. Donc les élites ne sont pas plus intelligentes, la caste n'est pas plus intelligente, surtout en France où elle a tendance à se recroqueviller sur elle-même et à se renfermer dans un entre-soi de plus en plus médiocre. La caste en France, elle est née sans Internet, donc elle est très largement dépassée par son temps. Donc la caste doit faire preuve d'humilité et doit écouter le peuple. Mais le peuple ne doit pas se croire plus malin qu'il n'est. Il y a aussi dans le peuple des gens qui au fond ne savent pas, et la politique, la gestion des affaires de la cité, ça demande une technicité qui n'autorise pas à dire tout ce qui nous passe par la tête. Et de fait, les partisans de la démagogie, les partisans de la dictature, ils aiment bien le régime d'assemblée parce qu'ils peuvent manipuler les foules et utiliser un certain nombre de slogans, de techniques pour faire passer les décisions les plus absurdes qui existent. Je le redis, aujourd'hui il y a un mythe de la protection du peuple, comme à l'époque de l'Ecclésia qui a voté de nombreuses indemnités pour le peuple au nom de la protection et qui a ruiné Athènes. Aujourd'hui, au nom de la protection du peuple, on vote des décisions qui endettent tout le monde et qui avachissent les esprits. Quand on le dit, ah, vous êtes arrogant, vous êtes arrogant. Sauf que, au fond, c'est une technique qui a été prônée par Klaus Schwab lui-même dans son livre The Great Reset. Si vous avez lu mon livre consacré au Great Reset, j'en parle abondamment. Les politiques sociales sont les politiques recommandées par Klaus Schwab pour amadouer les populations et faire en sorte qu'elles ne se révoltent pas dans un monde qui change, et notamment dans un monde qui est de plus en plus élitiste. Payer le peuple pour qu'il reste chez lui, le gaver
de dépenses sociales, du pain et des jeux, on disait à Rome. Eh bien, on n'en est pas très loin. Aujourd'hui, c'est Netflix et le RSA. Voilà. Du Netflix et du RSA. Et il faut comprendre qu'à un moment donné, ces débats que nous avons aujourd'hui sur l'avachissement par les aides sociales, par la protection, prétendue protection de l'État, sur l'impuissance démocratique, ce sont des débats qui existent depuis des milliers d'années et personne n'a jamais trouvé de solution, sauf des solutions imparfaites. Et je ne peux que dire, je voulais le dire aujourd'hui, je ne peux que dire, voilà, ayez à l'esprit que il n'y a pas de méthode magique pour faire de la démocratie. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est bien entendu une bonne chose, mais en soi, le référendum n'est pas démocratique. Si vous faites un référendum pour supprimer les libertés et que vous le gagnez, vous n'êtes plus dans une démocratie. Et donc le référendum, par lui-même, peut être un outil de dictature, un outil de totalitarisme. Ce qui fait la démocratie, c'est la protection des libertés individuelles, quoi qu'il arrive. Et il faut interdire aux assemblées de faire des lois, surtout, en particulier sur les libertés. Il faut interdire aux assemblées de faire des lois sur la violation de la protection des minorités. C'est pas parce que vous êtes en minorité politique que vous avez juridiquement tort. Contrairement à ce qu'a dit, vous vous souvenez, un député socialiste lorsque Mitterrand a gagné, il avait dit à l'opposition, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Ça s'appelle la dictature. Pensez que lorsqu'on n'est pas dans le même camp que la majorité, on perd ses droits. Ça s'appelle le pass sanitaire. Eh bien, pensez qu'un référendum peut tout à fait conduire à violer les droits des minorités, les droits de ceux qui ne sont pas d'accord avec la majorité. Et ça, c'est un système totalitaire. Ce n'est pas parce que c'est la majorité qui décide qu'on est en démocratie. La majorité peut prendre des décisions non démocratiques. C'est pourquoi le RIC est un instrument intéressant, mais il ne doit pas être on ne doit pas le penser comme le vecteur de la démocratie. On ne doit pas le penser comme ce qui garantit la qualité d'un régime. Ce qui garantit la qualité d'un régime, c'est la possibilité que chacun a d'être libre, de s'exprimer, de choisir sa vie, de choisir son destin, d'avoir accès au même poste que les autres, d'avoir accès à la même culture que les autres. Ça, c'est la démocratie. Et le régime d'assemblée, c'en est la négation. Lorsque le pouvoir est contrôlé par ceux qui ont le temps d'aller en réunion, comme à l'époque de l'Ecclésia, et qui a supposé la mise en place d'un mistos par Périclès, tellement les gens ne venaient plus, lorsque la démocratie est monopolisée par ceux qui ont le temps de faire de la réunionnite, ce n'est plus de la démocratie, c'est de la dictature. Voilà, je voulais vous le dire, au milieu de ce cadre enchanteur, il n'y a pas de système politique magique, et il n'y a pas de système politique éternel. Le règne d'une république qui durerait 1000 ans, ça n'a jamais donné de bons résultats. Il faut se contenter humblement de vivre dans des systèmes imparfaits et il faut être capable d'y participer pour l'infléchir. Et l'ambition de faire quelque chose d'idéal, c'est une ambition extrêmement dangereuse qui n'a jamais conduit à une véritable démocratie. À très vite pour une vie normale à nouveau sur le courrier des stratèges.